Ah, technique, toujours les quarts d'heure, bon, pardon. Donc je reviens au potier. Le potier fabrique un objet, c'est une poterie. Il sait très bien, avant de fabriquer sa poterie, ce que sera l'objet qu'il va fabriquer. Donc dans le fond, tous les potiers font des poteries. Le fabricant est prisonnier de l'objet qu'il va fabriquer. Il ne peut pas fabriquer des bateaux ou des voitures. À l'inverse, celui qui agit, comme le médecin, il ne sait pas vraiment, avant d'agir, le résultat de son action. Ce sera peut-être parfois très bien, parfois, hélas, très mal. C'est-à-dire humilité, je veux très bien faire, j'opère un patient, malheureusement il meurt, ça n'est pas ma faute, mais si je ne l'avais pas opéré, il ne serait pas mort. Et d'autre part, l'agent engage sa responsabilité morale, puisque justement, il ne dépend que de lui, d'être conscient du risque qu'il fait peser sur son patient s'il s'agit d'un médecin, pour lui faire du bien et non pas du mal, comme les médecins tortionnaires nazis. C'est pour ça que la médecine est véritablement une action, donc éthique, et non pas une fabrication, comme souvent on voudrait le faire croire. Alors évidemment, dans le fond, on peut dire que la médecine ne s'intéresse, n'a comme objet qu'une personne humaine, et vous vous rappelez qu'après la Deuxième Guerre mondiale en 1947, lors du Code de Nuremberg, il a été promulgué ce que n'était pas un être humain, ça n'est pas une chose, ça n'est pas un animal, ça n'est pas une machine, merci Descartes, et ça n'est pas non plus la somme de ses organes. Ainsi, cette proclamation du Code de Nuremberg, qui est le fondement de l'éthique moderne, signifie que je ne peux pas faire à un être humain ce que je ferais à une chose, à un animal, à une machine ou à la somme de ses composants. C'est le premier respect officialisé de la personne humaine, et on voit que dans les recherches biomédicales, c'est le fondement du comité de protection des personnes. Je ne peux pas expérimenter à outrance sur un être humain sans un certain nombre d'encadrements éthiques. Alors, on a dit que c'est une personne humaine qui doit être respectée, et je crois que le philosophe du respect de la dignité de tout être humain, une dignité absolue qui ne dépend ni du physique, ni du moral, ni du social, ce philosophe, c'est Emmanuel Kant, qui, je vous rappelle, proclame qu'il faut agir de telle manière que tu respectes l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, jamais simplement comme un moyen, mais comme une fin en soi. C'est-à-dire que toute personne humaine doit être absolument respectée dans son humanité. La médecine doit s'occuper de l'humanité du malade et non pas de sa maladie, de son organe ou de sa pathologie. Alors on a dit que le malade est une personne et que le médecin utilise une technique. La technicité, elle est partout en médecine. Il n'y a pas de soins sans technicité. Donc, cette technicité, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique? La technicité médicale, c'est qu'elle est dangereuse. Depuis le médecin clinicien qui vous déshabille et qui vous touche, c'est une agression, jusqu'au médecin invasif comme le chirurgien que j'étais, qui rentre à l'intérieur de votre corps, ce qui est une très grande agression, et jusqu'à l'ensemble de tous les soins où, dans le fond, le malade est totalisé. On s'occupe totalement de lui, matin, midi et soir. Être hospitalisé, c'est être totalisé. On n'habite plus chez soi, on ne mange plus comme on veut, on perd une très grande partie de notre liberté et on est agressé. Rappelez-vous que personne, la fleur au fusil, se dit « tout va bien, je vais aller à l'hôpital ». Non, on va à l'hôpital que quand on est contraint d'y aller, je dirais malheureusement. Le langage populaire le dit très bien, si tu n'es pas sage, bêtement mais très bien, on va te faire une piqûre, on dit ça aux enfants et c'est idiot, on va appeler le médecin ou l'infirmière, ils vont te faire une piqûre. Le soin est pénible. Alors une fois qu'on a compris qu'on s'adresse à une personne humaine malade pour essayer de lui faire du bien avec une technique qui est toujours agressive, eh bien on a compris que le soin doit toujours s'interroger sur sa finalité. Alors est-ce que c'est de prolonger la vie à tout prix? Évidemment que non. Sinon, on est dans l'obstination déraisonnable, c'est-à-dire on applique des techniques agressives à une personne pour rien, et du coup on lui fait plus de mal que de bien. Idem par exemple en réanimation à propos du Covid, où le débat sur le tri avait été évoqué. Dans le fond, c'est un faux débat. Le tri des malades se fait tout le temps en médecine, mais pas sur des critères d'âge, de poids ou de quoi que ce soit, sur des critères de bienfaisance. Est-ce que vraiment ça va faire du bien à M. Dupont que je le mette en réa aujourd'hui? Si je prends le Covid, hélas, s'il a les poumons complètement détruits, que je le mette en réa ou non, il va mourir, et je vais le faire mourir
l'agressant pendant les quelques jours ou les 3 semaines qu'il va aller en réa. Donc je déciderai pour son bien de ne pas le mettre en réa. C'est le principe de l'obstination déraisonnable. Ça se pose tous les jours en cancérologie. Et si on n'y réfléchit pas, on est dans l'obstination, donc dans la maltraitance. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être malade? C'est ça qui est important. C'est ne plus habiter le monde. Vous vous rappelez que ça ne s'applique pas forcément à ce que nous appelons la santé. Je peux être malade de penser que demain il va pleuvoir. Ma santé va très bien. Donc, ne plus habiter le monde, mal habitus, ça veut dire que je considère que mon état dans lequel je suis, mon être au monde, m'empêche de pouvoir exister comme un être humain. Et on a compris que le boulot du soignant, c'est de permettre à son malade qui, dans le fond, trouve que son état ne lui permet plus d'exister comme un être humain, d'essayer de lui permettre de continuer d'exister, quand bien même cet état ne changerait pas. Je vous rappelle que la médecine ne guérit pas grand-chose et que la médecine n'a pas de miracle extraordinaire. Les diabétiques sont toujours diabétiques, les arthrosiques, les paralysés. Mais le diabétique, le cancéreux ou la personne âgée dépendante d'ailleurs, tout en étant âgée dépendante, peut ne plus se sentir exclu comme rien du tout et peut continuer d'exister normalement, y compris un cancéreux, jusqu'au dernier instant de sa vie, à condition que le médecin, le soignant, soit vraiment un médecin, c'est-à-dire un médiateur, c'est-à-dire un intermédiaire entre cet état de maladie qui l'empêche d'exister et cet état de non-maladie qui lui permet de pouvoir exister, je dirais, malgré l'état dans lequel il est. J'existe très bien malgré mon bras paralysé, vous le savez. Ce qui veut dire que mon état n'a pas changé, mais de malade que j'étais lorsque je l'ai appris, je ne suis plus du tout malade. C'est pareil pour un cancéreux, c'est pareil pour tout le monde. La médecine sera de la médecine si elle se contente d'être une médiation. Et humilité, puisque dans le fond le médecin n'est qu'un remédiateur. Quel est le plus grand médiateur de cet état de maladie à un état de non-maladie? C'est le malade lui-même. C'est-à-dire que quoi que fasse la médecine avec sa technique et son humanité, certains malades resteront toujours malades parce qu'ils ne supportent pas d'être âgés dépendants, d'être cancéreux, d'être diabétiques, d'être paralysés. Ce qui veut dire que la médecine doit être humble, elle n'est pas toute puissante, puisque le plus gros boulot, c'est le malade qui le fait. Nous ne sommes que des médiateurs. Voilà le domaine de la médecine. Dès que la médecine sort de ce domaine, elle devient dans l'extramédicalité et dans le fond, elle prétend que la santé, comme le dit la définition de l'OMS de 1947, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Ce qui veut dire que tous ceux qui ne sont pas dans cet état de bien-être complet physique, mental et social ne peuvent pas être heureux. Et là, on est dans de la totalisation. Puisqu'on peut être tout à fait heureux en étant dans un état soi-disant pas intéressant. On cite toujours les mêmes exemples, mais Stephen Hawking, l'astrophysicien anglais, Michel Petrucciani et plein d'autres sont des gens qui, a priori, sont dans un état que nous pourrions dire vraiment tragique et qui pourtant ont eu des vies les plus heureuses possibles. On peut continuer d'exister malgré l'état dans lequel on est, pour autant que la médecine agisse comme un médiateur, une médiation. Et non pas qu'elle se mêle de décréter qu'on ne peut être heureux que si on est dans un état complet de bien-être physique, mental ou social, ce qui est une aberration, ce qui est une extension excessive du domaine de la médecine. Alors évidemment, on pourrait conclure en disant qu'au XVIIIe siècle, Condorcet disait que la science égale le progrès, que le progrès égale le bonheur, et on pourrait faire l'analogie en disant, puisque, ce qui est évidemment absurde, la science progrès, bonheur, ça n'est pas aussi vrai que ça, puisque la médecine profite de la science, eh bien la médecine, c'est le bonheur. La santé, ce serait le bonheur, ce qui est tout à fait excessif. On peut donc dire que la médecine restera de la médecine pour autant qu'elle reste humble, en sachant qu'elle n'est pas toute puissante, et ne faire pas croire aux gens dans la société que la médecine va tout résoudre, que la santé n'a rien à voir avec le bonheur, et que autant la santé que le bonheur sont des concepts intellectuels qui n'existent pas, on ne les a jamais rencontrés dans la rue, et je crois pour ma part que le bonheur, c'est de chercher à donner du sens à sa vie, et peut-être d'atteindre soi-disant ce bonheur qui n'existe pas, mais chercher à, c'est ça qui est intéressant. Rappelez-vous la fable de La Fontaine sur le laboureur et ses enfants. Ce qui est intéressant, le trésor dans le champ, c'est pas la cassette, c'est de labourer. Et de la même manière, je crois que la santé n'existe pas,
mais que chacun de nous, quel que soit son état, à condition, lorsqu'il en a besoin, d'être aidé par des médiateurs que sont la médecine, les médecins, grâce à leur technique et à leur humanité, que chacun peut arriver à exister comme un être humain à part entière, malgré son état, en sachant humilité que certains, quoi qu'on fasse, ne l'accepteront pas. Alors voilà, je vous ai parlé un petit peu rapidement, hein, c'est difficile devant une caméra. Je ne vous ai pas présenté le diaporama, on se rattrapera la prochaine fois. J'espère que vous m'enverrez vos critiques ou vos commentaires. N'hésitez pas, ça nous fait un petit rapport. Et comme je suis inscrit à GoToMeeting, peut-être que je vais essayer dans une dizaine de jours de vous proposer de nous voir tous ensemble sur ce site dans le fond de vidéoconférence à plusieurs. On peut être jusqu'à 200. Donc je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, même dans le déconfinement. Et j'imagine, sans être un devin moi, que d'ici une quinzaine de jours, tout va rentrer dans l'ordre et nous pourrons enfin nous déplacer normalement. Bien entendu, l'UTL ne pourra hélas reprendre qu'en septembre. Je vous adresse mes meilleures salutations. À bientôt.